Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 11 octobre 2019, la reconfiguration des commissions permanentes et la réforme de la procédure d'examen de la loi des finances. Les députés ont voté à l'unanimité la proposition de loi organique numéro 12-2019, modifiant et complétant la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai, portant sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Plénière suivie de l'audition du rapport de la commission d'enquête parlementaire relatif à l'affaire dite des 94 milliards, séance à huis clos. 100 000 logements à l'horizon 2025 au Sénégal. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire profitent de la phase pilote dans la zone UEMOA. L'organisation sous-régionale et la Banque mondiale sont les parrains de ce projet d'amélioration des politiques de logement en Afrique de l'Ouest. Emedia.sn, le site d'information de votre groupe préféré Emedia Invest qui souffle sa toute première bougie. Une petite année dense et intense qui a vu Emedia SN trouver une belle place au soleil sur la toile, une performance jusque-là jamais égalée. 5 millions de visiteurs sur 12 mois avec 40 000 lecteurs par jour et 14 millions de followers sur YouTube. L'invité du vendredi, Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la communication, du numérique et du pôle édition du groupe Emedia Invest et par ailleurs directeur du site emedia.sn. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Bonsoir à tous. Le président Abdoulaye Wade attendu demain au Palais de la République à 17h. Demain samedi, l'ancien président de la République répond à l'invitation de son successeur, le président Macky Sall. L'information émane d'un communiqué du Parti démocratique sénégalais. Les deux hommes se sont serrés la main, je le rappelle, à l'occasion de l'inauguration le 27 septembre dernier de la mosquée Massalikul Jinan pour la première fois depuis un peu plus de 7 ans. Réconciliation diligentée par le khalife général des Mourides, Sall et Wade sont en froid, je le rappelle, depuis l'incarcération du fils de ce dernier pour enrichissement illicite. Les députés ont voté à l'unanimité la proposition de loi organique numéro 12-2019, modifiant et complétant la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai, modifiée portant sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ces nouvelles modifications, justement, consacrent la reconfiguration des commissions permanentes de l'Assemblée et réforme de la procédure d'examen de la loi de finances. La commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de l'Assemblée nationale compte soumettre à l'institution parlementaire une seconde génération de réformes qui sera bouclée avant le 30 avril 2020. Pape Mafalfal et Oumar Kane pour le compte-rendu de cette plénière ou de la première partie de cette plénière de ce vendredi. Ces nouvelles modifications portées sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale concernent la configuration des commissions, la procédure de la loi de finances et le contrôle du budget des ministères. Les modifications apportées dans cette première génération de réformes concernent la création de nouvelles commissions. 3 commissions ont été créées parce qu'on a scindé des commissions. La commission du développement, par exemple, avant, quelquefois avait dans son champ de compétences entre 11 et 13 ministères, tout dépendait de l'attelage gouvernemental. Il était difficile pour cette commission de tout faire en termes de mission législative, mais également en termes de contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons voulu que sur l'examen de la loi de finances, la commission des finances, qui est la commission saisie au fond, se saisisse directement du projet de loi de finances et élargisse ses travaux aux commissions compétentes. Ces commissions compétentes, puisque nous sommes dans une session ordinaire unique de 9 mois, doivent mettre à profit les 9 mois, au lieu d'attendre simplement la période budgétaire pour travailler. Ces commissions doivent utiliser les 9 mois pour faire leur travail d'audition des ministères et préparer le rapport pour la commission des finances. Selon le président de la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains et des droits humains de l'Assemblée nationale, ces premières modifications seront suivies d'une autre vague de réformes. Il s'agit d'une première génération de réformes. Beaucoup de questions
seront adressées dans un futur très proche. Et les conclusions totales sur la réforme, la refonte totale du règlement intérieur devraient être élaborées au plus tard le 30 avril. Il en est ainsi de la problématique que vous avez suivie, des non-inscrits. Faut-il un groupe de non-inscrits? Faut-il réduire le nombre de membres pour avoir un groupe parlementaire? Quel est le sort des députés qui quittent un groupe parlementaire? Il en est ainsi de la lutte contre l'absentéisme. Il en est ainsi du statut des députés, vous l'avez vous-même entendu. Beaucoup de questions devront être adressées. La proposition de loi organique numéro 12-2019, modifiant et complétant la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai, modifiée, portant sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a été votée ce matin à l'unanimité par les députés. D'autres modifications sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont attendues dans la première moitié de l'année 2020. Oumar Kane, cette séance a été suivie de l'audition du rapport de la commission d'enquête parlementaire relatif à l'affaire dite des 94 milliards de francs CFA. La séance est en cours, mais à huis clos. Nous y revenons avec notre reporter Cheikh Hassana Fall sur place. 100 000 logements à l'horizon 2025 au Sénégal. Une phase pilote dans le cadre de l'appui conseil de la Banque mondiale et de l'UEMOA. La phase pilote concerne également le pays voisin, la Côte d'Ivoire. Objectif, améliorer les politiques de logement pour mettre un frein à la pénurie de logements dans la zone UEMOA. La rencontre s'est tenue ce matin. Il a été beaucoup question à l'occasion du pôle urbain de Daga-Kholpa, qui constitue une zone stratégique dans l'atteinte surtout des objectifs liés au logement. Augustin Mandang et Abdurrahman Li. Après avoir fait le constat amer à propos du déficit chronique de logement dans la zone UEMOA, l'institution sous-régionale a lancé un important projet. La phase test concerne le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La Banque mondiale a alloué 77 milliards de francs CFA dans ce cadre, avec un volet appui technique pour renforcer les stratégies de développement du logement. Les politiques de logement abordable permettent à nos compatriotes de passer du statut de locataire à un statut de propriétaire avec les loyers habituels qu'ils paient. L'intérêt pour nos pays en développement, c'est d'abord de permettre de créer de l'équité sociale, de la justice sociale, permettre aux personnes à revenus modestes ou irréguliers d'accéder à la propriété, mais surtout de faire en sorte que ces politiques puissent avancer et être un moyen de créer de la croissance économique. Le pôle urbain de Daga-Kholpa est considéré comme une zone névralgique dans l'optique des objectifs du logement décent et accessible pour tous au Sénégal. Dans les pôles urbains comme Daga-Kholpa, l'État est maître de la mobilisation foncière. Nous disposons aujourd'hui de 13 000 hectares sur l'étendue du territoire national qui a été sécurisé et mobilisé à partir d'un décret d'utilité publique créant les pôles urbains. Maintenant, dans la zone de Daga-Kholpa est la zone qui nous offre aujourd'hui le plus de possibilités en termes de création de logements sociaux. Nous comptons entre 40 000 et 60 000 logements qu'on peut y créer, peut-être avec une moitié, peut-être 30 000 jusqu'à 35 000 logements sociaux. En ce qui concerne la planification urbaine, la tutelle apprend que c'est un impératif afin que le concept du mieux vivre soit une réalité. La question de la planification urbaine est importante puisque partout où il y a une bonne planification urbaine, nous n'avons pas des problèmes d'inondation. Nous avons peut-être des problèmes de rétention temporaire d'eau. Vous l'avez vu dans des pays développés, l'Espagne, la France, les États-Unis connaissent ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, la politique de l'État est une politique articulée autour du mieux vivre, du concept du mieux vivre. Le concept du mieux vivre, c'est d'abord avoir de la planification urbaine, organiser l'occupation des espaces par les populations, c'est rendre le logement abordable et c'est aussi un aspect important, c'est la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. Toujours plus de toit au-dessus de la tête des citoyens, c'est l'objectif des États de l'UEMOA. Dans ce cadre, le Sénégal vise la construction de 100 000 logements d'ici 5 ans pour garantir l'accès au cadastre pour le grand nombre.
Une meilleure appropriation des axes prioritaires du PSE, le plan Sénégal émergent, par les maires notamment et les présidents de conseils départementaux. Le président de la République, Macky Sall, s'est entretenu jeudi avec les élus locaux sur la problématique, notamment sur la territorialisation des politiques publiques. Dans ce sens, Sidi Niang et Moustapha Gabar Diop étaient sur place. Les maires et les présidents de conseils départementaux réunis ce jeudi à Diamniadio pour un dialogue avec le chef de l'État sur la territorialisation des politiques publiques. Dans une ambiance très politique, le président Macky Sall a appelé les élus locaux à se mobiliser pour concrétiser son ambition pour le Sénégal après sa réélection à un deuxième mandat. Aujourd'hui, si j'ai souhaité vous réunir pour partager avec vous les 5 initiatives majeures, les 3 programmes sectoriels et les 5 accès universels que je compte développer au cours des prochaines années, c'est que mon option est de faire jouer aux collectivités territoriales pleinement tout leur rôle dans la vie de la nation. Et cette option est irréversible. Les élus locaux sont ainsi interpellés et devront s'approprier la mise en place de la deuxième phase du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Une démarche qui exige la révision du statut des élus locaux et les moyens de financer les collectivités. Pour nous permettre, au-delà du financement, de la problématique du financement, de pouvoir réhabiliter le statut de l'élu local à travers la finalisation et le vote de la loi sur le statut de l'élu local, mais également à travers la correction des incohérences territoriales qui passent nécessairement par la détermination de la cartographie des incohérences pour arriver à un découpage territorial moins politique, plus social, plus économique et plus développementaliste. Donc je pense qu'à la fois c'est une révolution, mais c'est une démarche de réhabilitation, de justice pour revenir à l'orthodoxie, à une démarche de planification qui puisse transcender les régimes politiques. Parce que le Sénégal, comme nous le savons, nous appartient, nous tous. Les élus locaux s'attendent à une prise en compte effective de leur rôle dans la décentralisation au terme de cette rencontre. Ce que nous voulons, Monsieur le Président de la République, pour faire simple et concret, c'est l'Elaï Warsoul, qu'on nous laisse construire nos salles de classe, qu'on nous laisse construire les postes de santé. Ça, quand même, ça ne demande pas une ingénierie relativement complexe comme celle d'ITER, n'est-ce pas, Monsieur le maire, DG de l'APIX? Qu'on nous laisse faire les choses qui sont faites avec plus de pertinence quand elles sont faites à l'échelon local. C'est ça la revendication. Rappelons qu'au moment où se tient cette rencontre, aucune date n'a encore été retenue pour la tenue des élections locales reportées, initialement prévues le 1er décembre. Le mandat des élus locaux est arrivé à échéance le 1er juillet. Vos réflexions et propositions auxquelles j'apporterai. La levée du corps du capitaine Moussa Thiam, c'était ce matin au camp Dial Diop de Dakar. Le capitaine Thiam qui a succombé à ses blessures suite au crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en République centrafricaine. Il est le dernier rescapé à rendre l'âme. Ils étaient 4 à bord. Le capitaine Thiam décoré à titre posthume. Cheikh Gaye et Youssouf Konté. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam a rendu l'âme. Il dort dans les bras de la mort, pilote de l'hélicoptère Mi-35 qui s'est écrasé à Boar en République centrafricaine le 27 septembre dernier. Ses frères d'armes lui ont rendu un ultime hommage en présence des parents et amis qui ont délivré les oraisons funèbres les plus poignantes. En cette douloureuse circonstance, au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de Monsieur le ministre des Forces armées, de Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, de l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires du rang, de tous les aviateurs et en mon nom propre, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Que la terre de Pout lui soit légère et que le bon Dieu, dans son infinie miséricorde, l'accueille en son paradis. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam sera décoré à titre posthume au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion par Monsieur le ministre des Forces armées.
L'espoir était pourtant permis alors qu'il était soigné à Kampala avant que le dimanche dernier, les armées ne s'inclinent face au décret divin. Les forces de défense sont endeuillées et sont solidaires avec la famille. El Hadj Moussa est digne, courageux, courtois, franc, sérieux, serviable, généreux. Natif de Pout, il a aidé Pout, il a aidé ses parents, il a aidé sa famille. Il est réconcilié avec tout le monde, il tend la main à tout le monde. Comme l'a dit le général, c'est un soldat, c'est un digne fils de la nation sénégalaise. Il est parti, mais Dieu a dit dans le Coran, quiconque meurt dans une guerre ira au paradis. C'est une attestation divine. Ce qui se dit que El Hadj Moussa Thiam, capitaine pilote, est un paradisien. Le capitaine laisse derrière lui une veuve et 2 orphelins dans les mois. Il avait gravi tous les échelons avant de fausser compagnie. Après la cérémonie d'hommage, Moussa Thiam a été inhumé à Pout, sa dernière demeure. Puisse Dieu l'accueillir. Programme de sécurisation pour les futurs passagers du train express régional. Le TER, la gendarmerie a effectué une séance de simulation cet après-midi. Le premier voyage du TER, le train express régional, est suspendu au tout dernier réglage relatif à la sécurité. Voici Muntagassi, il est le directeur général de l'APIX, au micro de Mamadou Bipa Sissoko et Séléman Diallo. L'État du Sénégal, par décret, a mis en place le groupement de gendarmerie du train express régional, composé de 230 agents. Ces personnes ont le rôle et pour mission d'assurer la sécurité et la sûreté du domaine ferroviaire, dans le sens du confinement du tracé, d'une part, pendant les phases de test et l'exploitation. Se préparer aussi aux situations pouvant intervenir pendant l'exploitation, à savoir des cas d'attentats, de prise d'otages et d'accidents, mais aussi familiariser les gendarmes donc au matériel roulant, notamment l'accès au matériel roulant et les risques liés donc au système électrique. 18 Safar qui marque le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme au Gabon. C'était en 1895. Le mois célébré un peu partout au Sénégal avant le jour J, le jour du grand Magal de Touba. Le groupe E-Media Invest, dans son versant enraciné, fête Safar. Séance de récitation de Khassida, débat sur la vie et l'œuvre du Cheikh, mais également le festin pour faire plaisir à El Hadj Malick Cissé et compagnie, pour ne pas dire le Bernde. Cheikhou Gueye et Ndeye Mariam Gueye. 18 Safar marque d'une pierre blanche le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon en 1895. Une date riche en symboles et pour laquelle les disciples mourides éprouvent une grande fierté. 18 Safar est une énorme victoire pour le fondateur du mouridisme. Le 18 Safar marque le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Chaque fois que 18 Safar revient, tous les mourides du monde fêtent ce jour mémorable, ce jour qui a marqué notre paradis, ce jour qui marque une fête, une indépendance pour tous les mourides du monde. L'opportunité du 18 Safar est également mise à profit par les confrères mourides du groupe E-Media Invest pour davantage de communion et de symbiose au sein des équipes. Il y a le type viande, type poulet, il y a le jus et franchement, par ça s'est très bien passé. On ne peut que se féliciter de cette initiative et dire tout simplement Djeredjeuf Serigne Touba. Parce qu'aujourd'hui, si on fête Safar au Sénégal et dans le monde, c'est grâce à l'œuvre incommensurable de Serigne Touba, Khadim Rassoul. Le groupe E-Media SN a vraiment voulu participer. C'est notre première édition de Magal pour nous, donc notre premier Safar. Et du coup, tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde a participé pour qu'aujourd'hui, on passe une journée agréable tous ensemble. C'est une famille, il y a l'entente et vraiment la convivialité, tout le monde vraiment. Nous sommes tous donc des frères et sœurs. Je crois que ça c'est à saluer et ça montre également l'engagement des leaders, des responsables du groupe par rapport donc aux travailleurs. Le Grand Magal de Touba est un jour de communion, d'action de grâce aussi, mais aussi de réjouissance. C'est dans ce lancé que le groupe Media Events
a initié ce jour de 12 Safar pour célébrer le Safar ici, avec l'ensemble du personnel. Mais ce qui s'est réalisé, c'est réalisé grâce à l'ensemble du groupe, en fait, tout le groupe confondu. Récital de Hassida, service des repas, assaut d'amabilité, rien n'est laissé au hasard pour célébrer la grande victoire triomphale de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Alhamdulillah, sant Sëñ Touba rek, sant Sëñ Touba rek. La page internationale signée ce soir Alioune Mbaye qui démarre par l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma sera jugé pour corruption dans une vieille affaire d'armement impliquant le groupe français Thales, après le refus unanime vendredi d'un tribunal sud-africain d'abandonner les poursuites visant l'ex-chef de l'État. Jacob Zuma, au pouvoir de 2009 à 2018, avait demandé l'abandon des poursuites, s'estimant victime d'une chasse aux sorcières lancée il y a 20 ans dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. Mais le parquet sud-africain avait défendu leur maintien compte tenu du très lourd dossier retenu contre lui et au nom de l'égalité devant la loi. Jacob Zuma et Thales ont toujours nié les allégations. Englué dans de nombreux scandales, le président Zuma a été poussé à la démission en 2018 et remplacé par son vice-président Cyril Ramaphosa qui a promis de nettoyer son parti et le pays de la corruption. Un avion cargo qui assurait la logistique d'un déplacement du président congolais Félix Tshisekedi dans l'est de la République démocratique du Congo est porté disparu depuis jeudi, selon un communiqué de l'autorité de l'aviation civile. Un avion cargo de type Antonov 72 opéré par la force aérienne de la RDC, assurant la logistique présidentielle jeudi et qui avait à son bord 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires, a perdu contact avec le centre de contrôle 59 minutes après son décollage. Le président Félix Tshisekedi était rentré jeudi soir à Kinshasa après une visite de 4 jours dans l'est de la République démocratique du Congo. En septembre 2017, le crash d'un Antonov de l'armée avait fait 12 morts après son décollage de l'aéroport de Kinshasa. Le crash le plus meurtrier d'un Antonov en RDC remonte en janvier 1996. L'appareil avait raté son décollage à cause de la surcharge et s'était écrasé sur un marché de Kinshasa, faisant près de 350 morts. Artisan de la réconciliation de son pays avec l'Érythrée, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu ce 11 octobre le prix Nobel de la paix 2019. L'Éthiopie est fière en tant que pays du Nobel d'Abiy Ahmed, a réagi juste après l'annonce le bureau du premier ministre. Âgé de 43 ans, il est aussi depuis avril 2018 le premier ministre dans l'histoire récente de son pays à être issu de l'ethnie Oromo. Sous son impulsion, l'Éthiopie et l'Érythrée avaient annoncé leur réconciliation le 9 juillet 2018 après 20 ans d'hostilité sur fond de litiges frontaliers, 2 décennies marquées par une guerre civile sanglante entre 1998 et 2000, au cours de laquelle plus de 80 000 personnes ont perdu la vie. Ce rapprochement historique s'est rapidement accompagné d'une série d'actes symboliques forts, visites bilatérales en grande pompe, réouverture des ambassades et de plusieurs postes frontières, reprise du trafic aérien entre Asmara et Addis Abeba. 2 mois après l'annonce de leur réconciliation, Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki signaient un accord de paix historique en Arabie Saoudite. Un accord qui reste néanmoins secret, aucun détail n'a filtré. Comme tous les vendredis, Actu Sport, signé Malik Tchandoum, tout de suite. L'attraction du week-end sera sans nul doute la finale du tournoi de l'UFOA entre le Sénégal et le Ghana ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès.
Après leur brillant succès 2-0 sur le Mali en demi-finale, les protégés de Serigne Saliou Dia auront à cœur de couronner leur beau parcours par une victoire finale sur le Ghana. La finale des Playdowns opposera ce samedi à 18h le Cap-Vert à la Guinée. Sur la scène européenne, on joue les 6e et 7e journées des éliminatoires de l'Euro 2020. La Belgique, après son large succès 9-0 sur Saint-Martin, a validé son ticket. L'Italie peut également composter son ticket. La Squadra Azzurra, qui totalise 6 victoires en 6 matchs, a besoin d'une victoire ce samedi face à la Grèce pour se qualifier à l'Euro. L'Angleterre, fort de ses 4 succès d'affilée, est à un pied de la qualification. Les Anglais se déplacent en République tchèque où ils iront chercher la qualification. La France, privée de beaucoup de ses cadres, va vers un déplacement périlleux en Islande. Mbappé, Paul Pogba et Hugo Lloris absents, Didier Deschamps devra trouver la parade pour valider son ticket qualificatif à l'Euro 2020. La série des matchs internationaux se poursuit ce week-end. Après le nul 1 but partout concédé face au Sénégal, le Brésil jouera contre le Nigeria ce dimanche à 14h. À suivre également ce dimanche les matchs Afrique du Sud-Mali, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Argentine, Équateur et Slovaquie-Paraguay. Dès ce samedi, il y aura un succulent Tunisie-Cameroun et Colombie-Chili. Retour chez nous pour parler de basket. On joue la demi-finale retour de la Coupe du Sénégal Dames entre AS Ville de Dakar et Dakar Université Club. À l'aller, les filles de Moustapha Gueye avaient battu les Duchesses sur la marque de 66-62, soit 4 points d'écart. La manche retour ce samedi à 18h au stade Marius Ndiaye s'annonce épique. Enfin, pour parler de handball, après les championnats d'Afrique, place à la finale du championnat masculin de handball entre l'ASFA et le Dakar Université Club ce dimanche à 19h au stadium Amadou Barry de Guédiawaye. En levée de rideau chez les dames, il y aura le duel des étudiantes entre Dakar Université Club et UGB. Ainsi se referme ce survol de l'actualité sportive du week-end. Merci et vous nous ramassez l'actualité sportive du week-end lundi. Donc rendez-vous lundi pour un autre numéro de Actu Sport. Je vous le disais en titre, le site emedia.sn qui souffle sa toute première bougie aujourd'hui, 11 octobre, à peine un an, et déjà Emedia SN compte dans le paysage médiatique sénégalais avec notamment ses 40 000 visiteurs par jour. La direction générale du groupe Emedia Invest a tenu à marquer le moment. Gorgui Diaw Thiam et Alioune Gueye. Un anniversaire sous le sceau de la simplicité et la dynamique du groupe. Les responsables du groupe Emedia Invest ont soufflé avec les équipes rédactionnelles et techniques la première bougie du site d'information emedia.sn. Les différents orateurs ont salué les performances du média digital qui a gagné une place au soleil dans le paysage marqué par une rude concurrence. Nous sommes dans une dynamique de déroulement de notre vision, de notre ambition commune, et c'est ça qui rassure. Nous partageons la même vision, la même ambition, les mêmes valeurs. Nous avons des objectifs communs. Je le disais au début de mon propos, aujourd'hui c'est emedia.sn, une semaine après c'est e-radio, mais il y a aussi la télévision et d'autres bébés viendront. On n'a pas la contrainte de limitation des naissances. Il faut déjà une idée. Donc Emedia Invest, c'était déjà une idée. Après un projet, maintenant c'est un programme. C'est toujours un plaisir de participer à ce genre de projet. Effectivement, j'ai conçu le site emedia.sn. C'est un site dynamique. Le site d'information prône le sérieux et la diversité en évitant le piège des lieux communs. Notre credo, ça a été de
de nous crédibiliser par rapport à l'information. Même aujourd'hui, s'il y a une nouvelle qui se répand, on prend quand même le soin de vérifier, de recouper avant de la mettre en ligne. C'est un peu ça la différence. Et surtout, nous, on n'est pas... C'est vrai, parfois, c'est un reproche qu'on nous fait souvent, mais c'est un choix délibéré et qu'on assume quelque part aussi. On a fait le choix de ne pas faire dans le buzz, on a fait le choix de ne pas faire dans le people pour nous focaliser plus sur l'information. Et c'est pas toujours gagnant, mais on l'assume et je pense que pour le moment, ça apporte de bons fruits. De la photographie à l'infographie, sans oublier des textes bien ciselés, la rédaction fait la pédagogie de l'information crédible. Sur le terrain, n'importe quelle photo de reportage, tout genre de photos que le site a besoin, on le fait, est très disponible. emedia.sn, c'est quelque chose de sérieux, vraiment sérieux. Le secret, bon, je dirais qu'il n'y a pas de secret, c'est seulement le travail. emedia.sn, c'est un site d'innovation et d'actualité pour une information digeste et accessible à tout le monde. Ce qui fait qu'on a privilégié les infographies et les vidéos multimédia pour permettre à tout un chacun d'avoir accès à des informations sur toutes les plateformes digitales. Ils promettent de nouvelles surprises aux Sénégalais. On est disponible sur Android, on est disponible sur Apple. On est disponible aussi sur l'environnement immédiat, c'est-à-dire tout ce qui est Microsoft, tout ce qui est... Voilà. emedia.sn, tous les supports actuellement disponibles sur, en tout cas au niveau, je vais dire, international, nous sommes disponibles. Et maintenant, les innovations, bien les perspectives, c'est d'améliorer ce qu'on appelle la technique, essayer de rendre le site encore plus souple et plus rapide, créer la clarté, que le site soit très lisible, n'est-ce pas? Et essayer aussi d'améliorer les applications pour que les gens puissent réagir. Une année plus tard, le site s'est incrusté dans le paysage. Des innovations majeures accompagneront son développement. L'invité du vendredi, invité maison en quelque sorte, Mamadou Ndiaye, il est directeur de la communication du numérique, et du pôle édition du groupe eMedia Invest et par ailleurs directeur du site emedia.sn. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. eMedia qui fête son année, sa toute première année. Alors une année au bout de laquelle nous décomptons 5 millions de visiteurs sur les 12 mois, mais surtout 40 000 visites par jour et 14 millions de followers sur YouTube. C'est dire que l'évaluation est plutôt bonne. Oui, et les chiffres sont impressionnants, Khalifa. Mais je tiens d'abord à remercier toutes les équipes du groupe. Et d'ailleurs, quelqu'un de plus qualifié que moi l'a fait ce matin, en la personne de Mamoudou, qui aussitôt, après qu'on a célébré justement donc, cet anniversaire, nous a invités également à redoubler d'efforts et à aller au travail. C'est dire donc ici, c'est le travail. Mais de tous les chiffres que vous avez alignés, le seul qui m'impressionne le plus, c'est le pic de 40 000 visiteurs par jour. Ce n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Et c'est très important. Ça signifie déjà que nous avons un bassin à partir duquel tous les jours, nous avons des rendez-vous avec ces internautes. Mais eux-mêmes faisant le téléphone arabe, essayant justement de propager un peu la nouvelle, 40 000 se sont greffés. Tous les matins au moins, ils viennent sur les plages donc, du site, visitent, certains s'arrêtent, d'autres justement passent la journée avec nous, ou encore peut-être au téléphone même complète ou continuent donc l'échange avec nous. Absolument. Si bien que donc, ce chiffre-là, il est très symbolique. Mais les autres maintenant, c'est des chiffres très impressionnants, des millions de visiteurs, de followers. Eh bien ça, c'est les audiences agrégées par le site, comme l'ont dit justement la plupart des jeunes journalistes que vous avez eu dans votre excellent élément, et qui permettent donc aujourd'hui quand même au site d'avoir droit de citer. Très bien. Alors, comment, M. Ndiaye, vous avez joué des coudes dans cet environnement où le sensationnel, pour ne pas dire le buzz qui est dans l'air du temps, même le racolage, dicte un peu leur loi? Comment vous avez réussi tout en restant professionnel? D'abord, au niveau de la conception en amont, nous avons dit que très probablement, il y a un processus de renouvellement de l'offre éditoriale, incontestablement. Oui. Parce que tout le monde était censé être piégé justement par ce que vous appelez le buzz, par ce que vous appelez justement l'information peut-être instantanée, qui exclut l'authentification de l'information, qui exclut la recherche donc, de la vérité, la vérification des faits. Et par conséquent, les internautes, les lecteurs commençaient justement à quitter donc la scène. Tout à fait. Simplement parce que quand il n'y a pas de scène, eh bien quand les acteurs quittent ou bien peut-être quand les spectateurs quittent, là, il n'y a plus de scène.
Donc nous avons vu cette menace-là peser sur les médias. Et parce que nous sommes arrivés avec justement cette idée de remodéliser un peu les choses, en remettant les choses à l'endroit, autrement dit, nous voulions que l'information soit d'abord crédible. Mais l'information ne peut pas être crédible si nous-mêmes ne sommes pas crédibles. D'où le recrutement justement d'un certain nombre de journalistes qui avaient des prérequis professionnels pour pouvoir justement se positionner sur le marché. Et ils nous ont aidés parce qu'ils ont compris le modèle, ils ont compris le métier et ils se sont donnés avec passion pour ce métier-là, d'où la qualité de l'information qui allait crescendo. Et à chaque fois donc qu'on avait un élément d'information, il était vérifié, et d'ailleurs ça vous simplifie le travail, vous les responsables. Tout à fait. Si bien donc qu'en agrégeant ces audiences, on a agrégé également une notoriété, on a agrégé une certaine crédibilité et l'authenticité de l'information a fait le reste. Et ça veut dire que vous n'êtes pas là forcément pour gérer ou faire face à une concurrence, mais plutôt pour remettre les choses à l'endroit. La concurrence, c'est une chose. Mais en vérité, puisque nous avions conscience que nous avions un sillon à creuser, ça a modifié d'ailleurs les comportements et ça a remis les choses à l'endroit. Parce que beaucoup, quand ils ont vu effectivement que nous avons creusé un sillon et chiffre à l'appui, aujourd'hui donc il y a une audience qui se consolide, certains ont commencé à se dire mais il se passe quelque chose. Par conséquent, peut-être qu'eux-mêmes devraient revoir la façon dont ils traitent l'information pour que le lecteur ne soit pas simplement berné. On n'est pas obligé de tout cannibaliser. On n'est pas obligé de tout cannibaliser. D'où donc la spécification justement du modèle éditorial que nous avons préconisé. Et nous ne disons pas que pour l'instant, peut-être nous avons réussi à avoir un modèle performant, mais au moins quand même les signes sont annonciateurs. Oui, alors la philosophie du groupe, on le sait, c'est la mutualisation des ressources. Alors quelle est la place de celle-ci? Quelle place celle-ci a tenu, cette mutualisation, durant cette grosse année au sein du site une remarquable place. Une remarquable place. Figurez-vous, justement, quand on commençait à préconiser justement cette synergie, certains étaient réticents, d'autres voyaient peut-être que bon, c'était un modèle assez abscon. Par moments aussi, peut-être on disait non, mais on ne peut pas mélanger les genres. Mais avec force pédagogie, la direction générale a essayé de faire comprendre aux journalistes que en fait, c'est les médias eux-mêmes qui évoluent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mutualisation donc, des médias. Il y a une interconnexion donc, des différents médias, presse écrite, presse électronique, n'est-ce pas, et peut-être même d'autres activités qui se greffent là-dessus. Et chemin faisant, on a plus compris que s'il n'y a pas effectivement cette mutualisation éditoriale, en fait, le modèle lui-même, il se casse. Et il ne renouvelle pas justement son offre éditoriale. Et du coup, peut-être bon, les gens vont aller chercher ailleurs. Et ensuite, il se trouve également que le groupe a préconisé donc un modèle numérique en disant peut-être que bon, voilà, le prochain basculement des médias, ça va être justement sur le numérique, avec une digitalisation justement des offres éditoriales. Et pour rencontrer tous les publics, quand Khalifa parle justement d'un phénomène de jeunesse, il est bien évident que l'équipe digitale de la maison verra comment peut-être maintenant profiter de l'audience de Khalifa pour décliner justement l'information qu'il a donnée tout à l'heure et ensuite segmenter les publics pour voir maintenant quel est le public qui est le plus réceptif à cette information-là. Du coup, en segmentant l'information de cette façon, on donne au public, n'est-ce pas, une manière de nous approcher, mais en même temps aussi on fidélise. Alors, je profite de l'occasion pour poser la question qui me taraude l'esprit. Alors, quelle est cette option que vous prenez de ce qu'on pourrait appeler le déploiement international, au point même d'amener des médias d'envergure de s'appuyer un peu sur vos sonores, par exemple? Mais parce qu'ils ont rencontré notre assentiment. Mais en plus aussi, l'offre éditoriale que nous avons mise sur la place rencontre justement aussi les préoccupations de ces médias-là. Ne vous y trompez pas, les médias nous dissèquent, les médias extérieurs nous dissèquent. Ils ont compris qu'en fait, il y a de la matière à prendre en Afrique. Ils ont compris qu'il y a de la place à prendre et il faut être justement sur le champ concurrentiel. Mais nous, Africains, allons-nous être simplement des spectateurs passifs de tout ce qui va se passer chez nous? Avec, par exemple, disons, toutes ces perspectives économiques qui s'annoncent, devons-nous rester simplement stoïques et peut-être bons spectateurs? En tout cas, le groupe immédiat a dit nous ne pouvons pas le faire. Et le slogan ici et ailleurs. Et le slogan ici et ailleurs montre simplement que, en fait, il faut qu'il y ait une fusion, une conjugaison des efforts et des talents. Et c'est ça qui a donné, par exemple, disons, le premier signal. Maintenant, pour répondre directement à votre question, nous pensons qu'en moins d'une année, nous avons consolidé des audiences qui ont fait que sans doute, par moment, on nous a dit, mais pour tel événement, nous aimerions bien avoir votre représentant ou bien votre envoyé spécial. Au jour d'aujourd'hui, Khalifa, ils sont 4 journalistes à être justement sur des continents différents. Il y en a un qui est en Europe, il y en a un autre qui est en Afrique australe, il y en a un autre qui est par exemple, disons, en Asie, et il y en a un autre également qui va bientôt peut-être partir pour l'Afrique du Nord. C'est dire donc que quand on agrège justement ces différentes
disparité géographique, on en arrive effectivement à modifier même la géographie justement éditoriale du groupe. Si bien que nous pouvons répondre présent à l'ensemble des événements qui se déroulent avec justement aussi et à l'aide sans doute des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors une équipe, qui nous donne une équipe très jeune mais très responsable. À l'image de celui que vous avez envoyé justement à Singapour. Il en est à son premier voyage, mais vous avez vu ce qu'il a fait. Les 40 000 visiteurs jour que vous avez eu. C'est le pic de la semaine. Et c'est arrivé parce qu'effectivement, Sadio Mané, interviewé par ce jeune journaliste-là, a pris votre micro avec, par exemple, disons, votre chef et il y avait ITV. Donc, aussitôt, les gens ont dit, sans doute, quand Sadio Mané s'adresse au public sénégalais par le biais de ITV, ça devrait être intéressant comme message. Absolument. Et nous avons eu les 40 000. Alors, dernière question, vous êtes également responsable du pôle édition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien d'autres perspectives qui sortent même de l'ordinaire quand on sait la base de ce groupe-là, des supports que nous avons. C'est un marché, Khalifa. Regardez par exemple, disons, les seniors qui ont quitté maintenant la scène. Il ne leur reste sans doute que les souvenirs. Si nous prenons ce segment-là, il y a possibilité donc que tous ces gens écrivent leur mémoire, rédigent leur mémoire et ensuite que nous le fassions justement une offre de présentation de leurs souvenirs. Oui. Ça, c'est un aspect. Mais n'oublions pas également la composante arabe de chez nous. Il y a des gens qui sont lettrés en arabe, mais qui probablement aussi ont des écrits. Mais il nous faut, c'est en tout cas le vœu de Mamadou, il nous faut aller vers ces gens pour récupérer par exemple disons, ces écrits, les remodeler et peut-être les soumettre aussi à une critique, parce que là également c'est un processus, les soumettre à une critique pour que au moins le produit soit comestible, mais qu'il soit également vendable. Et donc le pôle édition répond un peu à ces préoccupations-là, et bientôt nous allons attaquer un marché, mais je vous assure que c'est un marché. Mamadou Ndiaye, merci. Vous êtes le directeur de la communication du groupe E-Media Invest, directeur également du pôle édition, du numérique, mais surtout directeur de E-Media SN qui fête son année, sa toute première année, une année de performance, une année de chiffres impressionnants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi. Merci beaucoup. Vous retrouvez dans un instant IR avec Sophie Abba, suivi de Serine Falomba qui nous inspire avec le professeur El Hadji Songué Diouf. Et puis à 20h30, Décortica Culture avec Osama Monique Sagna. 23h, le rendez-vous de l'information avec Soleil Diarumpa, Djoukip Ribari, c'est le bulletin en Wolof. Excellent week-end. Vous retrouvez demain pour tout le week-end, comme d'habitude, Adama Anouchkaba. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.